Moi, je suis tombée amoureuse de la plante la première fois que je l'ai vue. C'était en 2014. Donc, justement, j'étais en discussion avec la personne qui est venue, mon directeur de thèse, Dr Vincent Florence. Donc, on est venu ici, il m'a présenté la plante et à l'époque, c'était en fleurs, il y avait plein de fleurs et justement, en voyant la fleur, je me suis dit, c'était instantané. C'était, ouais, il faut faire quelque chose pour la sauver. Et justement, j'ai passé des années à monter, à grimper, à travailler dessus. Et c'est la question qu'on me pose souvent, est-ce que c'est une plante médicinale ou elle a quelconque caractéristique qui peut être utile ou quoi. Mais bon, Rousséa, elle est, on va dire, ornementale. C'est une très belle fleur. Jusqu'à présent, on ne sait pas si elle a des caractéristiques médicinales, peut-être qu'elle en a. En biodiversité ou dans la conservation, on dit option value. Donc on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à ça et va faire des études dessus et trouve que ça peut peut-être être utile à guérir le cancer par exemple. Donc, mais si la plante elle-même elle n'est plus là, comment on va savoir? On ne pourra pas savoir. Donc, dans l'idéal, c'est de la sauvegarder en tant qu'elle est dans son habitat naturel. Et justement, moi j'ai fait ce pas pour pouvoir savoir quelle est la raison derrière le déclin si rapide de cette espèce. Elle est, comme j'ai dit, elle était très abondante et tout d'un coup, elle est devenue rare. Et là, on se retrouve avec une espèce qui est en train de souffrir de plusieurs menaces, on va dire, qui sont les mêmes que pas que pour Rousséa, mais aussi toutes les autres espèces endémiques qui sont autour. Elle voulait faire médecine, elle a opté pour la biologie. Elle a trouvé son bonheur sur les flancs de montagnes comme le Pouce et dans nos forêts. Brichny Bissessart, elle habite la Flora. Elle a étudié à l'université de Maurice. Le lundi 6 novembre 2023, elle s'est rendue à sa faculté des sciences pour défendre sa thèse, l'écologie et la conservation de la Rousséa simplex, une plante endémique menacée. Un travail qui fera date désormais. Brichny Bissessart est la première en 58 ans à défendre sa thèse en présentiel à l'université de Maurice. Ce jour-là, Brichny expose sa recherche et ses conclusions. 7 ans, 10 000 heures sur le terrain et à écrire. 2 heures à captiver un jury. Nous avons suivi Brichny et son mentor, Vincent Florence. Le Pouce offre des points de vue imprenables sur l'île. La montagne est aussi un laboratoire à ciel ouvert, avec des trésors qui se cachent à peine. Vincent Florence connaît le Pouce comme sa poche. Avec sa femme Claudia, elle aussi scientifique, ils ont découvert 67 spécimens d'une espèce de vacua, le Pandanus pseudomontanus, un temps le Pandanus le plus rare au monde, avec seulement 2 spécimens. Sur la montagne, il faut s'attendre à des moments magiques. Un gecko, le Phelsuma cepediana, chasse. Il dissémine le pollen du Rousséa simplex, mais il est aussi la proie préférée d'oiseaux endémiques comme la cresserelle. Par exemple, ils nous viennent ici, deuxième fois moto, ça peut être là. Beaucoup la chance aujourd'hui. Sur la même branche, un prédateur, un sans-pied, le Scolopendra. Son venin peut être très douloureux. Ces 2 espèces ne s'aiment pas forcément. Gecko et sans-pied vont s'éviter et jouer à cache-cache avec nous. Ce sera aussi l'objet de conversations avec un groupe de visiteurs, chanceux de tomber sur nos 2 scientifiques, peu avares en explication. Maurice est numéro 2 d'elle. Madagascar est premier. Donc ça on le sait peu. Et donc du coup ces espèces envahissantes étouffent donc les forêts. Donc tuent l'habitat en fait compte. Et on a perdu beaucoup d'espèces. Et derrière, voilà, il y a tout l'écosystème. Et justement, nous allons voir la plante que Brichny a étudiée pour son doctorat. Félicitations. Donc un peu plus haut, ça s'appelle la liane Rousseau parce que c'est nommé après Jean-Jacques Rousseau en fait. Ah d'accord. Donc ça s'appelle Rousséa simplex. Simplex, on peut penser que c'est simple, mais en fait c'est une écologie très complexe. Donc il a fallu un doctorat entier pour déchiffrer un petit peu l'écologie de la plante. C'est une des plantes qui décline le plus rapidement au monde. Elle était abondante dans les années 30, aujourd'hui il y en a environ 250 individus seulement. Dans quelques petits.
population, dont la population la plus forte est ici, la montagne du Pouce. Expédition et exploration ont rythmé la vie de la jeune scientifique durant son doctorat à temps partiel. Elle aura aussi publié des articles scientifiques sur la distribution de la Rousseau simplex ou la biologie de l'espèce, par exemple. Brichny en a parlé lors de la défense de sa thèse. Ce lundi 6 novembre 2023, mentor et disciples attendent ensemble le verdict du jury. Ils sont un peu tendus, mais confiants. Toutes nos félicitations. C'est 7 ans de travail très très dur et ça porte ses fruits finalement. Oui, ça a été un parcours très dur, mais j'ai eu le support de beaucoup de personnes, notamment mon supervisor, Dr. Florence, et toutes les personnes qui m'ont soutenue. Mais arrivé après 7 ans, finalement, bonne nouvelle, et ma thèse a été acceptée sans correction, donc grande joie. Alors, quand on entre, on remplit sa formulaire pour être étudiante à l'université, on ne se dit pas tout de suite qu'on va aller faire des études dans tel domaine. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Ou alors, au départ, on savait qu'on allait finir un jour ou l'autre docteur et dans un domaine spécifique. C'était comme ça ou pas? Si. En fait, au début, moi, j'ai fait une licence en biologie. Et durant mes cours, l'aspiration est venue de Dr. Florence. Et j'avais tout le temps cette vision de devenir docteur un jour. J'ai voulu être docteur en tant que médecin, mais ça n'a pas été possible. Mais je me suis dit pourquoi pas autrement. Et donc, je me suis lancée dedans. Et avec beaucoup d'encouragement de Dr. Florence, bien sûr. La grosse nouveauté pour tout le monde, c'est qu'en 58 ans d'existence, c'est la première fois qu'un tel événement a lieu à l'université. Ça ajoute au poids ou alors ça motive plus? Alors, j'avais le choix de ne pas le faire, mais j'ai choisi de le faire parce que je me suis dit ça rajoute à tout le parcours et aussi définitivement ça me donne beaucoup plus de confiance en moi parce que ce ne sera pas que quelque chose que j'ai eu comme ça en papier mais que j'ai vraiment défendu et voilà, j'ai présenté. Donc c'était un challenge que j'ai pris par moi et définitivement ça ajoute un peu de pression parce que c'est la première fois mais j'étais bien préparée. Donc j'ai affronté ça comme il fallait. Quand j'ai commencé ma licence, en fait, je ne comprenais pas vraiment l'idée de la perte de biodiversité à Maurice. Et c'est durant les cours que j'ai appris que c'est le cas. Parce que moi, j'étais vraiment dans l'esprit, on peut pas, on doit regarder l'économie, on doit voir comment les gens peuvent avoir d'argent, etc. Il ne faut pas regarder l'environnement parce que les gens sont au premier plan. Mais c'est là que les cours qui m'ont vraiment ouvert les yeux. Et je me suis dit, alors en fait, le développement, ça peut se faire en même temps en protégeant l'environnement. C'est là où j'ai eu un shift, un déclic. Et je suis devenue, on va dire, defender pour l'environnement. Voilà. Ça s'est très bien passé pour une première fois et c'était beaucoup d'organisation avant parce qu'il fallait mettre tout le monde à l'aise, le external examiners, les élèves, les membres du comité. Et j'ai eu le soutien du douanier de la faculté on a fait des réunions avant pour voir, pour passer en vue toutes les règles, toutes les régulations qu'on vient de faire. Et aussi, d'après le système, on devait avoir des réunions avec les external examiners avant la session. Alors, j'ai fait 2 réunions avec les external examiners pour expliquer comment ça va se passer, quel est le rôle de chacun et aussi qu'est-ce qu'on attend en termes d'intervention.
Et pour une première expérience, c'était très bien et j'ai eu des external examineurs, une de France et l'autre de Danemark. Et ils étaient des professeurs qui m'ont mis à l'aise et ils ont été très contents du travail qui a été livré par l'étudiant et très fiers aussi que les étudiants ont fait du travail innovant. Ils ont même dit que le travail était tellement bien fait qu'il y avait 2 doctorants dans la thèse par un seul. Mais pour moi, du côté d'administration, du côté plutôt de voir la gestion du déroulement de cette Viva, ça a duré 2 heures de temps et 10 minutes. Et c'était avec une présentation par l'élève et puis des questions par les external examineurs. C'est eux qui ont été tellement impressionnés. Ils voulaient faire que 30 minutes, mais ça a duré 2 heures de temps. Et alors, pour une première expérience, c'était très bien pour moi. Et comme je vous dis, c'est quelque chose de nouveau à l'université et ça montre comment les étudiants peuvent défendre leur thèse à un niveau international et parler avec aise de leur travail, de leur recherche et comme des professionnels. Tout commence vraiment à la base où il y a l'étudiant qui est bien formé au niveau du bachelor. Donc, on propose des cours à la faculté des sciences qui sont reconnus mondialement. On s'assure de la qualité des cours qui sont offerts et par l'aide de plusieurs examinateurs externes qui regardent tout ce qui se fait en matière d'examen. Ils vont superviser le tout, ils vont soumettre leur rapport. Donc, ce sont des professeurs des universités reconnus en Angleterre, en Australie, en Amérique, en Sud-Afrique, etc., partout à travers le monde, en Inde aussi. Et ils vérifient que tout se passe bien. Donc, l'étudiant a un bagage qui permet à l'étudiant de faire des cours poussés, avancés. Donc, Prishni, elle a pu suivre son doctorat ici, et son superviseur l'a bien guidé, bien entendu. Il faut aussi que le cadre soit bien établi, non seulement au niveau de la supervision, mais aussi au niveau de la faculté en termes de ressources à mettre à disposition de l'étudiant. Et je suis très content qu'elle ait aujourd'hui réussi brillamment ce qu'elle a entamé quelques années de cela. Cette réussite s'est entre autres jouée à plusieurs centaines de mètres d'altitude, pas loin en fait du réduit. Sur le plateau du Pouce, la Rousea simplex a été l'objet de toutes les attentions des scientifiques. Cette liane est menacée. Quelques mètres carrés de nettoyer, c'est déjà ça de gagner. Une des espèces les plus rares au monde, la liane rousseau. Et elle est l'ennemi numéro 1, c'est les espèces envahissantes. Comme ça là. Malheureusement, il n'y a pas de gestion de conservation ici. Donc ces plantes sont toujours en train de mourir. La population, on a perdu la moitié des plantes en 10 ans. C'est une plante endémique de Maurice. Il n'y a nulle part ailleurs. Et cette plante, on a perdu la moitié, 50% dans les 10 dernières années. Donc il est vraiment urgent d'agir et d'essayer de sauver cette espèce. Elle est extrêmement rare. Hein. C'est pas juste une espèce, mais le genre est endémique. Il y a une seule espèce dans le genre. Donc si ça disparaît, on sait beaucoup de biodiversité qui est perdue d'un seul coup. C'est pas une seule espèce, c'est la biodiversité d'un genre entier. Il y a une fleur en haut là, vous voyez, une fleur mâle, jaune. Et cette fleur, elle est très importante aussi pour la faune. Ça nourrit beaucoup d'oiseaux endémiques, comme l'oiseau à lunettes, l'oiseau manioc, le merle, mais aussi les geckos endémiques, comme les Phelsuma ornata, Phelsuma cepediana. Et en ce moment, on voit bien qu'il y a plein de fruits, parce que c'est la saison des fruits. Et il y en a pas mal en ce moment. Vous allez voir, c'est comme une espèce de clochette, on va dire. Ça a aussi trait à la fleur, en fait. Et je vais vous montrer ici le fruit qui est en train de mûrir.
Et vous allez voir, là c'est tout vert. Et ici, à force que le temps passe, ça mûrit et ça devient un peu comme une espèce de gel. À l'intérieur, il y aura des petites graines. Et les graines peuvent être de 500 à des milliers en fait, à l'intérieur. Mais au pouce, comme on n'a pas le mel endémique, le bulbul endémique, ici c'est que les geckos qui font la pollinisation. Et justement, on voit la différence entre les fleurs qui ont été pollinisées par les geckos et par le mel. Il y a une différence dans le nombre de graines qui sont à l'intérieur du fruit. Et c'est 2 fois plus quand c'est pollinisé par les mâles que les geckos. Et malheureusement ici le mâle il est localement éteint. Donc on a les plantes d'ici se contentent d'être pollinisées par les geckos. Donc une des solutions possibles, c'est après avoir enlevé bien sûr les espèces envahissantes tout autour qui font la compétition, c'est penser à la réintroduction de l'espèce, donc le bulbul morris, au pouce, pour pouvoir donner une occasion pour eux de reprendre leur rôle écologique en tant que pollinisateurs. Et aussi, peut-être, on ne sait pas, ils peuvent aussi manger les fruits et les disperser, parce que la dispersion se fait aussi par les geckos. Mais les geckos sont, en termes de distance qu'ils peuvent bouger, c'est très minime. Par contre, quand on est un oiseau, on peut voler à des longues distances. Donc, il se peut qu'ils ont aussi un rôle de disséminateur de ces graines. En fait, s'il n'y avait pas de rats, on aurait eu beaucoup plus de fruits sur ces arbres-là. Parce que les rats détruisent jusqu'à 90-95% des fleurs, même des boutons floraux avant de l'ouverture des fleurs, pour manger le nectar. Donc ce qu'on voit comme fruits, il y a pas mal de fruits là, mais c'est généralement 1/20 de ce qu'on aurait dû avoir sur cet arbre-là s'il n'y avait pas de rats. Les rats sont bien sûr une espèce exotique et envahissante, très dommageable à la biodiversité. Il y a aussi les singes. Parfois, bon, le rat il mange les fleurs tous les jours, tous les soirs, mais le singe, de temps en temps, il passe, il y a un troupeau qui passe et il détruit pratiquement toutes les fleurs sur la plante, mais parfois aussi les fruits, les boutons, etc. Beaucoup de dégâts d'un seul coup. Donc ces 2 espèces-là, les rats et les singes, font énormément de dégâts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on a une fleur qui n'est pas du tout normale quand on voit le nombre de fruits qu'il y a. Et on aurait dû avoir beaucoup plus de fleurs que ça. Surtout que cette plante elle fleurit toute l'année, il n'y a pas de mois où ça ne fleurit pas. Donc il y a une seule fleur, donc très peu de ressources pour les animaux endémiques, les oiseaux, parce que les rats et les singes ont détruit pratiquement tous ces fruits et toutes ces fleurs. Donc c'est un des gros problèmes. Donc ça, c'est très mauvais pour la plante, mais aussi c'est très mauvais pour les espèces indigènes qui dépendent de la plante pour le nectar et aussi pour les fruits, parce que il y a une pulpe qui va sortir quand ça va mûrir, il y a une pulpe qui sort de là qui est très sucrée, qui est donc mangée par les geckos, les oiseaux, l'oiseau à lunettes par exemple, espèce très rare à Maurice. Donc il n'y a pas que l'espèce qui décline, il y a aussi son rôle écologique, l'aide aux autres espèces qui est en train de décliner. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on s'active et qu'on commence à faire de la conservation du rousséa. Pour l'instant, c'est inexistant. De ma recherche, c'était aussi de voir justement qui visite les fleurs, parce qu'on savait par la littérature que les geckos étaient en train de visiter les fleurs, mais on voulait avoir une observation qui est, on va dire, non-intrusive, donc d'une façon où on n'est pas là en tant qu'observateur sur le terrain, mais c'est surtout parce que quand on est présent,
la façon que les animaux réagissent, etc. change. Avec les observations, on a pu retrouver 8 espèces qui étaient en train de visiter les fleurs, dont des endémiques et aussi des exotiques. Il y avait des geckos, les oiseaux aussi. Donc en termes d'oiseaux, on a eu 3. Donc le méal de Maurice qui est assez fréquent, c'est justement là qu'on s'est aperçu que la fréquence des visites est assez abondante. Donc on s'est dit, c'est quoi le rôle de cet oiseau par rapport à Rousséa. Et c'est là qu'on s'est mis à faire des cages qu'on a mis autour des boutons avant que ça ne fleurisse, que ça s'ouvre pour que l'oiseau peut avoir accès. Et on a aussi mis des pollination bags, donc c'est des sacs en nylon qu'on a mis tout autour des boutons. Là, il n'y a pas d'accès ni des geckos ni des oiseaux. Et on va voir est-ce que la fleur arrive à faire des fruits avec des graines. Et donc il y avait des cages en métal qu'on a mis aussi pour pouvoir retirer donc, les gros animaux comme les singes, les rats et même l'oiseau, mais les geckos avaient accès. Et ensuite il y avait contrôle, c'était des fleurs qui étaient là naturellement. Donc les geckos, les oiseaux ont accès. Et par la suite on les a suivis jusqu'aux fruits. Et on a récolté les fruits une fois que c'était mûr et on a compté les graines. Et on a comparé justement le nombre de graines par fruit dans ces différentes composantes. Donc, et là, on voit bien que quand on n'a pas d'accès, il n'y a ni gecko ni oiseau, ça fait des fruits mais il n'y a pas de graines. Par contre, quand il y a les geckos, les graines sont en nombre de 0 à 500. Et quand il y a les oiseaux, et les geckos, les deux, là c'est 500 à des milliers. Donc c'est là qu'on s'est dit, l'oiseau a un rôle très important en termes de pollinisateur. Mais pour confirmer cela, ça a été aussi important de le faire dans des endroits où l'oiseau est justement localement éteint, comme j'ai dit tout à l'heure. Ici au Pouce, on ne l'a pas. Et par exemple au Piton Savane et à Pétrin, on les a. Donc on a fait la comparaison des graines dans ces deux endroits aussi et on voit que les graines ici sont peu nombreuses comparées à ceux qui sont à Piton Savane ou au Pétrin. Et c'est là que ça confirmait que le méal a un rôle très important en tant que pollinisateur. Et les autres oiseaux sont la différence entre le méal et les autres oiseaux. Donc il y a le pic-pic et aussi le olive white-eye. Donc eux, ils sont des oiseaux qui sont nettement plus petits et donc ils ont un bec qui est plus petit aussi. De ce fait, ils n'arrivent pas à faire la transmission du pollen. Il faut savoir que Rousséa produit un pollen qui est assez un peu comme la colle. Donc ce qui fait que si l'oiseau est très petit et qu'il part dans la fleur, ça colle sur le front, etc. Mais la transmission ne se fait pas. Alors que le mâle a un bec un peu plus large, plus long. Et donc quand il part dans la fleur, il y a du pollen qui est sur le bec. Et donc il part d'une fleur à une autre. Et là, la transmission se fait. Et c'est ça la différence. Et justement, on a confirmé que d'une part, les visites sont fréquentes. Et aussi, le nombre de graines par rapport à la fréquence des visites est très relié. Sur une feuille de Rousséa, un Dupontia nitella, un escargot endémique qui fait sa ronde. Alors qu'elle célèbre avec sa famille son titre de docteur, Prishni a déjà en tête d'autres recherches sur l'impact des macaques sur notre biodiversité ou encore la génétique de la Rousséa simplex. Vincent Florenz a dans son sillage une nouvelle génération de chercheurs à qui il passe le relais. Mais on est quand même très heureux de ce résultat. J'ai jamais entendu un résultat pareil, en fin de compte, sans correction, c'est extraordinaire. Donc je trouve que bon, c'est bien sûr le mérite est sur l'étudiante. Hein. Elle a beaucoup bossé, elle a eu des moments de découragement, des moments où il fallait la repousser, donner un peu de mou aussi parfois, laisser se reposer un petit peu par moment. Mais au final, ça a apporté ses fruits. C'est une stratégie en fait que nous adoptons.
et dans le développement, pas juste académique, mais de la personne. C'est très important, je pense. Donc elle a une très large expérience. Durant ces 7 années, elle était à temps partiel. Donc c'est équivalent à un doctorat de 3 ans et demi à peu près. C'est à peu près dans les normes. Donc, et en plus, elle a fait un travail extraordinaire. Je suis très très satisfait de ce travail-là. Le sujet était vraiment très très intéressant en fin de compte. Et le laboratoire, c'est à l'île Maurice, est vraiment un laboratoire du monde en fin de compte. Si vous regardez bien ce qui se passe à Maurice, moi je vois que ce travail a un rayonnement bien de Maurice. On utilise Maurice comme un tremplin pour toucher d'autres pays, d'autres milieux, d'autres situations qui ont les mêmes problèmes que nous. Donc on est ce laboratoire pour le monde. Donc on va effectivement, avec ce genre de travail, on va rehausser donc le niveau des gens à Maurice qui travaillent dans la conservation. Déjà, c'est le capacity building est là. Mais ce qui est très important aussi, c'est d'agir comme laboratoire pour améliorer la biodiversité, la conservation de la biodiversité à Maurice, mais aussi au-delà. Et parce que la plupart des îles océaniques au monde ont les mêmes menaces qui pèsent sur la biodiversité, ont souvent les mêmes réponses. Et là, ce qu'on a fait aujourd'hui, aboutissement de ces années de travail, on a quand même pu publier 4 travaux à l'international dans des revues de rang A, parce qu'il y avait des nouveautés et des choses qui parlent à l'international. Ce ne sont pas des choses qui sont utiles qu'à Maurice. Donc il y a un message à l'international, comment améliorer, comment sauver cette biodiversité qui, rappelons-le, est quand même en train de péricliter à travers le monde, en train de perdre, on est en une extinction de masse en fin de compte causée par l'activité humaine. La famille est évidemment très heureuse, c'est une grande fierté, on peut comprendre, pour le pays c'est une grande fierté. Elle a dit une chose en coupant le petit gâteau, on est 2 fois, une fois par ses parents et une fois par son professeur, par celui qui l'a suivi, qui l'a encouragé. Ça fait quelque chose ça quand même. Absolument, en fait déjà il y a plusieurs années, j'avais été invité à un TEDx Talk et j'avais terminé dessus justement. C'est que le but suprême d'un chercheur, c'est de passer le bâton aux jeunes. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, Prishni, c'est le 3e doctorant que j'encadre, qui termine ses études. J'ai 6 en ce moment, donc on aura 9 dans quelques années. Donc c'est ce travail-là qui compte, en fait, c'est un effet multiplicateur, en fin de compte, parce que quand je vois tout l'investissement qui a été fait en moi dans les années 80-90, tous les gens qui ont cru dans ce que j'allais faire, mon directeur de thèse et tous les collaborateurs, c'est un gros travail et je pense que c'est aussi un hommage à tous leurs efforts de justement maintenant décupler ces efforts et donc toucher plus de jeunes pour vraiment retourner la vapeur et gagner cette bataille contre l'extinction et contre donc la destruction de notre environnement pour qu'on puisse avoir un meilleur avenir. Un meilleur avenir. Vincent Florence et sa femme Claudia sont conscients des richesses du pouce. Ils y ont découvert et décrit de nouvelles espèces, le bois cuivi minuscule et le bois clou, Eugenia alesiana. Mais pour l'heure, il faut sauver cette liane, la Roussea. C'est la mission de Prishni. Roussea, elle est une espèce endémique de Maurice. Elle est du genre unique. En elle-même, Roussea simplex, il n'y en a pas d'autres Roussea à Maurice. Depuis le temps que je travaille sur Roussea, on n'a pas trouvé des nouvelles plantules qui poussent dans l'état sauvage, qui est un peu inquiétant parce que ces plantes, je vous garantis, c'est peut-être des plantes qui sont de centaines d'années. C'est des vieilles plantes parce que Roussea pousse très 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 lentement. Et je peux vous donner des photos où on a essayé de faire des germinations sur des troncs des fangeants. Parce qu'on a trouvé que Roussea justement pousse sur les tree ferns. Donc, et on a essayé de voir quel est le substrat idéal pour la germination. Et c'est justement là qu'on a mis des graines et elles poussent, qu'on a pu suivre sur le temps. Mais pendant 3 ans, c'était tout petit là, comme ça. 3 ans et c'est petit. Imaginez arriver à cette taille-là, ça c'est si on fait des études comme si voir l'âge de ces plantes, il y a une centaine d'années.
Mais elle est toujours là, ce qui montre qu'elle est vraiment résiliente. Donc elle a ce, comment dire, Ce pouvoir-là. ce pouvoir de résister, mais en même temps, l'envahissement est en train de prendre lieu et petit à petit, comme un feu d'artifice, est en train de mourir. Et c'est triste parce que c'est notre patrimoine à nous et il faut justement tout faire pour la sauver parce que, comme j'ai dit, si on perd Océa ici, c'est une perte pour la globalité, pour le monde. Et justement, il faut... moi, je me suis rendu compte à travers mon travail, mais aussi, j'ai bien voulu conscientiser aussi les élèves. Je fais souvent des workshops, on va dire, des ateliers avec des élèves qui sont de 14 à 15 ans pour les montrer qu'on a tout ça à Maurice et c'est très souvent pas connu. On est très émerveillé aussi de voir justement les fleurs, mais les interactions, il y a des geckos qui viennent, il y a des oiseaux, c'est tout un monde. Donc j'ouvre un peu ça à ces enfants-là et ils sont très émerveillés et on voit l'intérêt dans les jeunes pour comprendre c'est quoi la biodiversité mais surtout la protéger aussi. À la fin du XVIIIe siècle, on la disait abondante sur l'île. Dans les années 1930, sa population décline. Il y a 15 ans, on comptait moins de 100 spécimens. Brichny, lors de ses études, a estimé à 250 le nombre de plantes. 90 survivent sur le Pouce. Le reste se trouve sur Piton-Savane, Pétrin, Bassin Blanc, Bar-le-Duc, entre autres. Sauver la Rousea simplex, c'est sauver un écosystème. Le Pouce est désormais le jardin de cette jeune scientifique, résolument engagée dans le combat d'une vie.